Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur l'œsophage, l'estomac et duodénum. Sur le slide numéro 2, on voit la cavité abdominale. La cavité abdominale fait partie de la cavité abdominopelvienne et elle est située entre le diaphragme et le détroit supérieur. En clinique, on peut diviser cette cavité en 4 cadrans ou en 9 régions. Les cadrans sont soit supérieurs ou inférieurs et droite ou gauche. Les 9 régions sont en haut la région épigastrique et les régions hypochondriaques, au milieu la région ombilicale, les deux flancs et en bas la région hypogastrique et les deux régions inguinales. Sur le slide numéro 3, on voit le péritoine. Le péritoine est une membrane séreuse qui est formée de 2 couches, séparées par une cavité potentielle appelée la cavité péritonéale. La cavité péritonéale contient un liquide lubrifiant qui diminue la friction entre les différents organes dans la cavité abdominale. Les 2 couches de péritoine sont le péritoine pariétal et le péritoine viscéral. Le péritoine pariétal tapisse les parois de l'abdomen ou du bassin. Le péritoine viscéral forme la couche séreuse des viscères. Les viscères qui sont complètement couverts de péritoine viscéral sont appelés intrapéritonéales. Les autres organes sont appelés rétropéritonéaux. Ils se situent dans la fente rétropéritonéale située entre le péritoine pariétal et le fascia qui couvre les muscles de la paroi postérieure de l'abdomen. Le slide numéro 4 nous montre les organes rétropéritonéaux qui sont situés dans la fente rétropéritonéale. Ces organes sont l'œsophage, le duodénum excepté l'ampoule, les côlons ascendants et descendants, le rectum, l'aorte, la veine cave inférieure, les nerfs, les reins, les urtères et le pancréas excepté sa queue. Sur le slide numéro 5, on voit la cavité péritonéale avec le péritoine pariétal et le péritoine viscéral. Notez bien comment le péritoine viscéral couvre certains organes, comme l'estomac et la rate. Ces organes sont intrapéritonéaux. On y voit aussi la division de la cavité péritonéale en 2 parties. Slide numéro 6 nous montre les 2 parties de la cavité péritonéale. Le grand sac péritonéal et le petit sac péritonéal, appelé aussi la bourse omentale. La bourse omentale se trouve derrière l'estomac. Elle est en communication avec le grand sac par le foramen épiploïque de Winslow. Le slide numéro 7 nous montre le grand sac péritonéal, situé derrière la paroi abdominale antérieure. Ce sac est divisé en 2 compartiments par le côlon transverse et son mésocolon. Un compartiment supracolique situé en haut et un compartiment infracolique situé en bas. Notez bien la présence du récessus hépatorénal au niveau du compartiment supracolique. Ce récessus est la partie le plus bas du corps en position de supination. Comme on le voit sur le slide numéro 8, le compartiment infracolique est divisé en 2 espaces par le mésentère de l'intestin grêle. On y voit l'espace infracolique situé supérieur et à droite et l'espace infracolique situé l'inférieur et à gauche. Notez bien aussi la présence de 4 gouttières paracoliques. Le slide numéro 9
nous montre la bourse omentale ou le petit sac péritonéal. La bourse omentale est située derrière l'estomac. Il se limite en haut et en bas par deux récessus, le récessus supérieur et le récessus inférieur. Notez bien aussi sur le même slide le foramen épiploïque. Ce foramen est situé entre la veine cave inférieure et la veine porte. Sur le slide numéro 10, on voit les replis de péritoine formés de deux couches. On y voit le grand omentum formé des ligaments gastrophéniques, gastrospléniques et gastrocoliques, et le petit omentum formé des ligaments hépatogastriques et hépatoduodénales. Notez bien la présence de la veine porte, le conduit biliaire commun et l'artère hépatique commune et propre à l'intérieur du ligament hépatoduodénal. Sur le slide numéro 11, on voit l'appareil digestif. Ceci se compose du tube digestif et des organes accessoires. Le tube digestif est formé de la bouche, le pharynx, l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Les organes accessoires sont les dents, la langue, les glandes salivaires, le pancréas, le foie, la vésicule biliaire et le système des voies biliaires. À droite, on voit les fonctions principales de l'appareil digestif. Celles-ci sont l'ingestion, la digestion mécanique et chimique, la propulsion, l'absorption et la défécation. Le slide numéro 12 nous montre l'œsophage. L'œsophage d'une longueur de 25 cm commence au niveau du cartilage cricoïde et se termine à l'orifice du cardia de l'estomac. Il possède deux sphincters œsophagiens, un supérieur, un inférieur. L'œsophage est composé de trois parties, cervicale, thoracique et abdominale. Au niveau cervical, il est situé derrière la trachée et devant la colonne vertébrale et le muscle long du cou. On y voit aussi les deux nerfs laryngés récurrents qui se trouvent devant l'œsophage. Au niveau thoracique, il se trouve dans le médiastin supérieur et le médiastin postérieur. Au niveau du médiastin supérieur, il se trouve derrière la trachée et toujours devant la colonne vertébrale et le muscle long du cou. À sa gauche, on voit la crosse aortique, l'artère sous-clavière gauche et le canal thoracique. Notez bien le rapport entre l'œsophage et la crosse aortique au niveau du médiastin supérieur. Au niveau du médiastin postérieur, l'œsophage se trouve derrière la bronche gauche et le péricarde. Notez bien sa relation avec l'aorte descendante. L'aorte se trouve d'abord à gauche de l'œsophage, puis il passe derrière celui-ci pour se trouver à sa droite au niveau abdominal. Derrière l'œsophage, au niveau du médiastin postérieur, on trouve la veine azygos et le canal thoracique. L'œsophage se trouve dans la cavité abdominale en traversant l'hiatus œsophagien du diaphragme au niveau T10. Il est accompagné des troncs vagues antérieurs et postérieurs et des vaisseaux œsophagiens. Notez bien que l'hiatus œsophagien se trouve dans le pilier droit du diaphragme. La partie abdominale de l'œsophage est assez courte et se termine à l'orifice du cardia de l'estomac. L'œsophage est un tube musculaire composé de trois types de muscles. Dans sa partie supérieure, les muscles sont squelettiques et volontaires. Dans sa partie inférieure, les muscles sont lisses et involontaires. Dans sa partie moyenne, les muscles sont mixtes
composé de muscles lisses et squelettiques. Sur l'image au milieu en haut, on voit les trois constrictions de l'œsophage. La première située au début, derrière le cartilage cricoïde. La deuxième se trouve quand la crosse aortique croise l'œsophage. Et la dernière, au niveau du hiatus œsophagien, du diaphragme. Sur le slide numéro 13, on voit la vascularisation de l'œsophage. À droite, on voit les artères. Au niveau de la partie cervicale, on voit les artères thyroïdiennes inférieures. Au niveau de la partie thoracique, l'aorte descendante. Et au niveau de la partie abdominale, les artères gastriques gauche et phréniques inférieures. À gauche, on voit la vascularisation veineuse. Au niveau de la partie cervicale, les veines thyroïdiennes inférieures. Au niveau de la partie thoracique, le système azygos, composé des veines azygos, hémiazygos et hémiazygos accessoires. Et au niveau de la partie abdominale, les veines gastriques gauche et phréniques inférieures. Le slide numéro 14 nous montre l'innervation de l'œsophage par le plexus œsophagien. Le plexus œsophagien est dérivé des nerfs vagues. Notez bien que le tronc vagal antérieur est dérivé principalement du nerf vague gauche et le tronc vagal postérieur du nerf vague droit. L'œsophage reçoit aussi une innervation autonome venant une partie du nerf vague et une partie des nerfs splanchniques. Le slide numéro 15 nous montre l'estomac. L'estomac est un sac musculaire situé dans les régions épigastriques, ombilicales et hypocondriaques gauche. Il possède deux orifices, l'orifice du cardia et l'orifice du pylore, où se trouve le sphincter pylorique. Il possède deux courbures, la petite courbure et la grande courbure. Au niveau de la petite courbure, on voit l'incisure angulaire. La grande courbure possède l'incisure cardiaque. L'estomac est composé de 4 parties. Le cardia, qui se trouve à l'entrée, le fundus, qui se trouve au-dessous d'une ligne horizontale dessinée au niveau de l'incisure cardiale, le corps, qui se trouve entre incisure cardiale et incisure angulaire, et le pylore, qui lui-même est divisé en 2 parties, l'antre pylorique et le canal pylorique. Antérieurement, l'estomac est en contact avec la paroi abdominale, le foie et le diaphragme. Postérieurement, on y trouve le lit de l'estomac qui est séparé des organes rétropéritonéaux par la bourse omentale ou le petit sac péritonéal. Sur le slide numéro 16, on voit l'intestin grêle ou le petit intestin, composé de 3 parties, duodénum, jéjunum et iléum. Sur le slide numéro 17, on voit le duodénum. Le duodénum commence au niveau de la jonction pyloroduodénale au niveau de vertèbre L1 et se termine à la jonction duodéno-jugénale au niveau de la vertèbre L2. Il est en forme de C qui entoure la tête du pancréas. Sauf son ampoule, le duodénum est complètement rétropéritonéal. Le duodénum possède 4 parties. Une partie supérieure, une partie descendante, une partie horizontale et une partie ascendante. Au niveau de sa partie supérieure, on trouve l'ampoule. Cette partie se trouve derrière le foie et la vésicule biliaire. Au niveau de sa partie descendante, on voit les papilles duodénales majeures et mineures. Au niveau de la papille duodénale majeure, on a le vidange des conduits pancréatiques et conduits cholédoques. Sa partie horizontale se trouve derrière les vaisseaux mésentériques supérieurs. Sur le slide 18 à droite,
on voit les rapports postérieurs du duodénum. Notez bien que postérieurement au duodénum, on trouve la veine cave inférieure, le conduit biliaire commun, l'artère gastro-duodénale, la veine porte et l'île du rein droit. À gauche, on voit la partie ascendante du duodénum. On y voit le ligament de Treitz ou le muscle suspenseur du duodénum qui attache l'angle duodéno-jéjunal avec le pilier droit du diaphragme. Le slide numéro 19 nous résume la vascularisation de la partie abdominale du tube digestif. On y voit les trois branches impaires de l'aorte abdominale, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Sur les slides 20 et 21, on voit le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque est une branche impaire de l'aorte abdominale au niveau de la vertèbre T12. Il possède trois branches, l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune. L'artère gastrique gauche, à son tour, donne des branches œsophagiennes et entre dans la formation de l'arcade artérielle au niveau de la petite courbure de l'estomac. Cette artère donne des vasa recta pour la vascularisation de l'estomac. L'artère splénique se trouve au bord supérieur du pancréas et donne des branches pour l'irrigation de la rate, du pancréas et l'estomac. L'artère splénique donne aussi l'artère gastro-épiploïque gauche qui se trouve le long de la grande courbure de l'estomac. L'artère hépatique commune, à son tour, se divise en deux artères, l'artère hépatique propre et l'artère gastro-duodénale. L'artère hépatique propre passe dans le ligament hépatoduodénal pour se diviser en artère hépatique gauche et artère hépatique droite. L'artère gastro-duodénale donne l'artère gastro-épiploïque droite et les artères pancréatico-duodénales supérieures. Le slide numéro 22 nous montre le drainage veineux du duodénum et de l'estomac qui se fait par l'intermédiaire de la veine splénique dans le système porte. Les slides numéro 23 et 24 nous résument l'innervation de l'estomac et du duodénum. Ces organes possèdent une innervation autonome. L'innervation parasympathique se fait par les troncs vagues antérieurs et postérieurs et les ganglions Orbach et Meissner. L'innervation sympathique se fait par le grand nerf splanchnique et les ganglions cœliaques et mésentériques supérieurs. Ceci termine notre podcast sur l'œsophage, l'estomac et duodénum.